On va démarrer parce qu'on est contraint par le temps, donc on va démarrer. Et la suite, on laisse la porte ouverte 5 minutes, c'est ça Estelle ? 5 minutes. Mesdames et messieurs, chers participants, bienvenue à cette table ronde. Donc, je suis Raphaël Equinet-Serrotti, responsable du Club RH Genevois français. Le Club RH est un réseau d'employeurs du territoire qui se réunit sur les questions de recrutement et de fidélisation des collaborateurs. Nous avons conçu cette table ronde avec Estelle Robert, ici présente, fondatrice et directrice générale d'Humanitalent, cabinet RH spécialiste de l'humanitaire, que je remercie pour sa mobilisation. Donc, cette table ronde sera dédiée à un enjeu majeur pour tous les employeurs, le recrutement et la nécessaire évolution des pratiques. Avant de laisser la parole aux différents intervenants, je me permets d'introduire le sujet. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Malgré le ralentissement de l'activité, quasiment un employeur sur 2 rencontrait des difficultés à embaucher en octobre 2023. Le taux d'emploi vacant reste historiquement élevé, atteignant 2,3% au deuxième trimestre 2023. Divers facteurs contribuent à la pénurie de candidats. Le déficit de qualification des salariés, accentué par les évolutions technologiques rapides, les défis liés à la transition énergétique et le déficit démographique. Par ailleurs, les changements dans le rapport au travail révélés par un sondage IFOP en 2023 indiquent une diminution de la motivation et de la centralité du travail à long terme. Des préférences émergentes, telles que le télétravail adopté par 1 salarié sur 3 et le désir de mettre en place une semaine de 4 jours, reflètent une évolution des attentes des travailleurs. De plus, l'accent mis sur le relèvement des salaires et du pouvoir d'achat devenu une priorité, plus 19% en 2 ans, ainsi que le changement dans l'arbitrage personnel entre argent et temps libre, signalent un paysage professionnel en transformation. Face à ces défis, les entreprises sont contraintes de revoir leurs pratiques de recrutement. Des stratégies de sourcing renouvelées permettant d'attirer les candidats de manière proactive et le travail de la marque employeur sont aujourd'hui incontournables. Une nouvelle relation entreprise-candidat se dessine, mettant l'accent sur l'expérience candidat. Une approche du recrutement axée sur l'évaluation et la valorisation des compétences comportementales, les soft skills, des candidats se développe. Aujourd'hui, les employeurs et les opérateurs font preuve de créativité, réfléchissant aux stratégies de recrutement, aux conditions de travail et d'embauche et aux pratiques managériales. Face à ce constat, cette table ronde trouve tout son sens. Et pour explorer ce sujet, nous entendrons donc Estelle Robert d'Humanitalent, qui partagera les retours de l'enquête dédiée aux difficultés de recrutement au sein des ONG. Solène Nibou, responsable recrutement et mobilité chez Handicap International, qui nous éclairera sur les initiatives mises en place. Shadia Limam, directrice du pôle emploi de Thoiry, qui évoquera les outils au service du recrutement. Madame Limam accepte de remplacer donc la personne qui était initialement positionnée sur le recrutement sans CV et qui nous apportera son éclairage de manière tout à fait aussi intéressante. Et enfin, nous aborderons la question de l'intelligence artificielle dans la stratégie de recrutement avec l'intervention d'Olivier Tétaux, chercheur chez Meta, qui nous questionnera sur le rôle de l'intelligence artificielle dans la quête des talents. Je remercie l'ensemble des intervenants de nous apporter leur éclairage et vous souhaite à tous et à toutes une bonne table ronde. Je passe la parole à Estelle Robert. Oui, j'en ai un. Merci beaucoup. Alors donc moi je suis Estelle Robert, fondatrice et directrice de Humanitalent et parmi les services qu'on propose, on fait notamment du recrutement. Et j'ai eu l'impression ces dernières années qu'il y avait de plus en plus de difficultés de recrutement. J'ai proposé à Raphaël de faire une petite enquête pour voir si cette impression elle était confirmée ou pas par vos avis et par vos retours. Donc voilà, en gros, les résultats. Bien sûr, on ne peut pas faire une restitution exhaustive de toute l'enquête parce que ça prendrait au minimum 30 à 45 minutes. Par contre, pour ceux qui veulent les résultats, si vous avez déjà répondu à l'enquête, vous avez probablement déjà donné vos adresses mail pour qu'on vous envoie le rapport complet. Si vous ne l'avez pas encore fait et que vous souhaitez le faire, vous pouvez venir me voir à la fin et je noterai vos adresses mail pour vous envoyer.
Donc c'est une enquête qu'on a fait effectivement avec Raphaël du club RH Genevois, qu'on a fait sur 2 mois, donc août et septembre 2023. On a eu 68 répondants. Parmi ces 68 répondants, on a 50% des participants, des répondants, pardon, qui sont de la fonction RH, soit à des postes de DRH, responsable recrutement, chargé de recrutement, chargé RH. Et 33%, donc un tiers, qui sont des managers ou des dirigeants d'organisation. Parmi les ONG citées, même si je précise que ce ne sont que des impressions, donc cette enquête n'est pas basée sur des chiffres qui sont officiels issus des ONG, mais quand même c'est intéressant de noter qu'on a beaucoup d'ONG que vous connaissez, ACF, Handicap International, Triangle, Terre des Hommes, CARE, Entrepreneurs du Monde, MSF, Intersos, Plan International, Concern, le CIF, MDM, la chaîne de l'espoir, Soltis, la FIDH, etc. et bien d'autres. Donc c'est assez représentatif du secteur. Qui a la zapette ? Ah, c'est toi, d'accord. Donc on confirme effectivement qu'il y a des difficultés de recrutement très généralisées. 85,2% des répondants rencontrent des difficultés pour leur poste au siège et 94% des répondants rencontrent des difficultés pour leur poste sur le terrain. Et ce sont des difficultés de recrutement qui se sont accrues depuis ces 3 dernières années. 68% des répondants ont le sentiment que ces difficultés se sont accrues pour les recrutements sièges et 42% pour le terrain. Ce qu'on peut en conclure, c'est que c'est la galère pour recruter des expats et c'était déjà la galère avant. Donc c'est un peu pire, mais pas si pire. On a l'habitude, disons. Et alors, les profils sont relativement similaires sur le terrain et au siège, avec les profils admin. 70% des participants à l'enquête disent qu'ils ont des difficultés à recruter tout ce qui est profil admin, finance, compta. Et ils sont 38,6% pour le terrain, pour les postes terrain. Donc c'est drôle de voir que ce sont les mêmes profils, mais que finalement c'est un peu moins difficile de recruter ces profils financiers sur le terrain qu'au siège. Les profils de direction sont difficiles à pourvoir. Bon, ça c'est pas très très nouveau. 21,8% pour le siège et 49,9% pour le terrain. Donc là il s'agit de postes de direction pays, chef de mission. Les postes de management intermédiaire ou de coordination également, 32,7% pour le siège et 43,2% pour le terrain. Ensuite, les postes IT collecte de fonds sont particulièrement difficiles à pourvoir au siège. Donc là, ça ne concerne pas du tout le terrain, mais 23,6% des répondants estiment que c'est difficile de recruter ce type de profil. Les RH, pour moi, c'était un peu une surprise, mais les RH sont dans le top 5 des profils les plus difficiles à pourvoir. Les postes les plus difficiles à pourvoir, oui. Plus que la finance ? Non. Ah. Non, ils sont dans le top 5, mais ils sont en 5e. Non. On est à 20,8% pour le siège et 18,2% pour le terrain. Donc finalement, assez similaire que ce soit au siège et sur le terrain. C'est intéressant. Et puis, en dernier, la logistique sur le terrain. Ça, pour moi, c'est un peu une surprise parce que normalement, enfin en tout cas, il y a quelques années, les profils de logisticiens, c'était pas des profils difficiles à trouver. Et là, il y a quand même 13% des répondants qui estiment que les profils de logisticiens sont difficiles à trouver. Alors, des hypothèses d'explication pour ces difficultés. D'abord, les salaires. Et ça fait le lien avec ce que disait Raphaël sur les attentes des salariés de manière générale. Et en fait, le secteur humanitaire ne déroge pas à la règle. Les salariés de l'humanitaire sont comme tous les salariés. Et donc le salaire arrive en premier et les autres conditions offertes non salariales
sont aussi relevées comme pas assez compétitives pour attirer les talents. On peut noter aussi peut-être la concurrence de plus en plus, je pense, des ONG anglo-saxonnes qui ont tendance anglo-saxonnes et d'Europe du Nord qui ont tendance à tirer les salaires vers le haut et qui fait que c'est plus difficile pour les ONG françaises de recruter. Et puis, en numéro 3, les répondants ont massivement dit qu'ils recherchaient le fameux mouton à 1000 pattes. Et bien sûr, pour avant-hier, sinon c'est pas drôle. Et ce qui pose quand même la question de quel dispositif on met en place pour accompagner les gens à la prise de poste quand on n'a pas trouvé le mouton à 1000 pattes, mais seulement à 800 pattes, ce qui est déjà pas mal. Et puis, quel dispositif on met en place pour la formation, le développement des compétences, la gestion des carrières, le développement des profils pour les garder en interne et les faire monter évoluer dans d'autres postes. Et puis des raisons spécifiques qui concernent que le terrain et où là malheureusement il n'y a pas beaucoup de solutions. Le contexte sécuritaire. En tout cas les répondants disent que de plus en plus les contextes sécuritaires rebutent. Voilà, on a utilisé ce mot-là, rebute. Les candidats, les contextes de mission se sont complexifiés. Et puis, ça c'est en lien avec finalement les conditions offertes. Il n'existe pas assez de postes avec des statuts famille. Pour des raisons sécuritaires, souvent. Voilà, pour des raisons sécuritaires, tout à fait. Alors les tentatives de solutions, massivement tout le monde, ou presque tout le monde, diffuse ses offres sur les réseaux sociaux. La plupart ont déjà fait des révisions de grille de salaire, mis en place des politiques de gestion des parcours, de mobilité interne. Beaucoup font appel à la nationalisation des postes. L'amélioration des conditions contractuelles hors rémunération sont présents dans les salons et les forums, comme demain, par exemple, travaillent sur leur marque employeur et ouvrent leur poste en remote, basé dans un autre pays que le pays de mission ou que le pays du siège. Ce qui pose les questions, par exemple, d'embauche hors UE, de portage salarial international, etc. Ces solutions ont été plutôt satisfaisantes. 50 à 60% des répondants estiment qu'il y a eu des résultats positifs. Donc, ouf, tout n'est pas perdu. Et 19 à 21% des répondants ne sont pas en mesure d'évaluer l'impact des solutions qu'ils ont mis en place. Donc, il faut mitiger ce premier pourcentage. Et des solutions qui sont peut-être pas encore suffisamment testées, peut-être à découvrir, peut-être à creuser. Les techniques de recrutement innovantes, donc on va en parler aujourd'hui, le recrutement sans CV, le speed recruiting, les recrutements collectifs, la technique de chasse de tête, l'approche directe externalisée, le recours à l'intérim ou à des groupements d'employeurs, le développement de l'alternance et le travail sur la marque employeur. Et je voudrais rajouter quelque chose qui n'a pas été mentionné par les répondants, c'est l'expérience candidat positive. J'ai trouvé un chiffre, 65% des candidats seront moins motivés après avoir commencé le process de recrutement dans une organisation. C'est un chiffre du site Yago qui justement propose des solutions de recrutement. Merci beaucoup. Pardon, non, j'ai pas fini. Désolée, je prends une seconde de plus. D'autres pistes de réflexion, la fidélisation. Évidemment, si on fidélise plus, on a moins besoin de recruter à l'externe. Et puis, la question des attentes de la génération Z et son rapport à l'engagement qui fait le lien avec les attentes, comme le présentait Raphaël tout à l'heure. Peut-être des sujets qu'on pourra aborder dans le prochain Soliway. Merci beaucoup. C'est à moi ? Ouais, je crois. Ouais. C'est intimidant, un micro. Hein. Ouais. Et en plus, t'as la dame qui te fait des panneaux rouges. Ah oui.
Ah non, je l'avais pas vu. Attends, ça me rajoute de la pression. Bon alors, bonjour à tous. Donc Solène Hibou, moi j'ai rejoint Handicap International en janvier de cette année après quelques années en cabinet de recrutement. Donc c'est pour ça aussi qu'avec Raphaël, en préparant cette table ronde, on s'est dit que ça pourrait être intéressant de comparer un petit peu l'approche du recrutement secteur privé, secteur humanitaire. Donc pour vous donner peut-être un petit portrait robot rapide, mais peut-être connaissez-vous Handicap International, mais nous sommes une association humanitaire indépendante qui existe depuis 40 ans, qui a un mandat très large sur les secteurs du handicap et de la vulnérabilité. On est présent dans 60 pays, à peu près 5000 collaborateurs, et du coup j'ai eu la chance de rejoindre une formidable équipe de recrutement qui opère pour les périmètres de recrutement siège et pour les postes sur le terrain, les postes internationaux. C'est pour donner un peu le périmètre. Donc, effectivement, ma connaissance de l'environnement humanitaire est encore récente. Et pour rebondir sur ce que disait Estelle, effectivement, il y a pas mal néanmoins de similarités. On peut rencontrer des problèmes semblable à ce qu'on trouve dans le secteur privé en ce qui concerne le recrutement, à savoir d'une part l'expérience candidat qui devient effectivement importante. On est sur un marché en tension, on a des candidats, les bons candidats ont le choix. Donc il faut aussi donner envie, il faut ne pas perdre trop de temps et ne pas mettre trop d'inertie dans le parcours. Vous avez peut-être été candidat vous-même quand vous arrivez sur une annonce qui vous renvoie vers une page emploi où il faut remplir un formulaire, où vous devez reporter toutes les informations que vous avez déjà mises dans votre CV. C'est déjà assez décourageant, quoi. Donc c'est des petits détails, mais effectivement, soigner l'expérience candidat, donner de la visibilité, donner du rythme au recrutement, c'est quelque chose qui est important, quel que soit le secteur, qu'on parle de privé ou d'humanitaire. Donner envie également, et ça passe par là, à la fois dans le recrutement et dans les entretiens que peuvent mener à la fois le recruteur et également les managers. Évidemment, il va y avoir le contenu de la mission et l'environnement, mais aussi tout simplement le contact qu'on va avoir avec les interlocuteurs tout au long du recrutement, et on se rend compte que tous les managers ne sont pas forcément à l'aise dans l'exercice, donc c'est aussi quelque chose qui s'apprend ou qui s'accompagne à tout le moins. Et puis ce qui est semblable aussi, c'est bien évidemment les nouvelles attentes des candidats qu'on évoquait dans les baromètres tout à l'heure, à savoir un équilibre pro et perso, la question du sens qui est importante à la fois et notamment pour les jeunes générations, mais même aussi pour les plus seniors. Le sens qu'on va chercher dans le travail est peut-être différent de ce qu'on y cherchait il y a encore quelques années. Donc tous ces paramètres sont assez similaires, et puis tu l'as évoqué tout à l'heure, Estelle, on est dans un environnement concurrentiel aussi en termes de recrutement en ce qui concerne l'humanitaire, et effectivement on évoquait les ONG anglo-saxonnes avec des différentiels parfois de salaire, etc. C'est sûr qu'encore une fois les bons candidats ont le choix, donc c'est quelque chose à prendre en compte. Ce qui diffère en revanche, c'est que dans le secteur humanitaire, effectivement, on peut faire des carrières entières en CDD, et notamment sur le poste terrain, où je ne vous apprends rien, on contractualise en général sur des missions à durée variable, mais en tout cas sur des missions à durée limitée, ce qui nécessite aussi un effort de rétention. Ça veut dire que la question se repose au bout de 3 ans de est-ce que je reste dans cette organisation ou est-ce que j'en change. On voit pas mal de transfuges, je pourrais dire, d'une organisation à l'autre. Donc ça nécessite aussi des efforts de rétention, de suivi de la part des RH, de remobilisation. Ce qui diffère, c'est on a également un processus de recrutement qui est un peu différent, dans lequel, par exemple, la prise de référence chez nous, mais j'imagine qu'il en va de même dans les autres ONG, la prise de référence est une étape incontournable, d'une part parce que les personnes qu'on envoie sur le terrain vont être exposées à des personnes particulièrement vulnérables. Donc on doit s'assurer qu'on travaille avec des collaborateurs
presque irréprochable, j'ai envie de dire. Également parce que c'est quelque chose qui peut être observé lors des audits. Donc on a un processus de recrutement avec peut-être des étapes un peu sécurisées. Et puis, on a aussi des tests techniques sur certains de nos recrutements, des évaluations techniques que vous avez peut-être mises en place aussi de votre côté. On est d'ailleurs confronté parfois au recours à l'intelligence artificielle. Olivier vous en parlera mieux que moi, mais pour le recours au test, la réponse au test. Et ce qui diffère surtout, en tout cas dans mon expérience de recruteuse, c'est de passer d'un environnement franco-français ou du moins européen à un environnement beaucoup plus global. Et là, évidemment, on est confronté à des enjeux de recrutement et à des paramètres de recrutement variés qui peuvent être, par exemple, des sujets de nationalité, parce que certains pays ont des mesures protectionnistes vis-à-vis de l'emploi et qu'on sait que ça va être compliqué de recruter, d'obtenir un visa pour telle ou telle destination selon la citoyenneté du candidat ou ce genre de choses. Donc ça, ce sont des paramètres à prendre en compte, bien évidemment. Alors, en fait, je me suis dit que j'allais certainement vous décevoir parce que comment on fait pour répondre aux difficultés de recrutement, comment être créatif, comment attirer les bons candidats. Effectivement, c'est ce qu'on partageait en préparant cet échange. Il n'y a pas vraiment de baguette magique, à vrai dire. Hein. Voilà. Tu as cité un certain nombre de solutions ou d'expérimentations mises en place par les ONG. Je pense qu'effectivement, la créativité, c'est peut-être le premier élément. Hein, c'est dès la phase finalement de cahier des charges, si on peut l'appeler ainsi, avec les managers, c'est de s'interroger sur ce qui est vraiment non négociable en termes de critères attendus sur un poste, en termes d'expérience, peut-être de formation, de profil de candidat, et ce qui peut être acquis et ce qu'on va pouvoir apporter aux candidats. Si vous écoutez effectivement les managers, ils veulent, on voudrait toujours un candidat plaqué or pour avant-hier. Et quand on creuse un peu, on se rend compte que peut-être finalement que si il coche 70% des cases et qu'il apporte autre chose en termes de personnalité, en termes parfois de disponibilité parce qu'on est dans l'urgence, en termes de connaissance du contexte, etc. Il y a des choses qui sont transposables et de temps en temps, il faut savoir un peu prendre des risques aussi sur le choix du candidat en se disant c'est pas parce qu'on n'a jamais fait qu'on saura pas faire. Est-ce qu'on peut l'accompagner? Est-ce que son expérience est transposable? Et ça, il n'y a pas de recette, c'est en rencontrant les candidats qu'on se fait son avis. Donc alléger les exigences, travailler avec les managers, essayer de prendre un peu des risques de temps en temps, et en particulier avec nos staffs internes pour jouer le jeu de la mobilité interne. C'est bien évidemment notre rôle de RH et notre rôle de recruteur. On réfléchit aussi parfois dans les critères, les paramètres qui peuvent bouger, c'est la durée des contrats. Et ça peut jouer dans les deux sens. Hein. Parfois, on a des postes qui ne sont pas attractifs parce que la durée du contrat est trop courte. Donc, c'est compliqué de trouver des candidats intéressés. Et à l'inverse, on a parfois des terrains particulièrement difficiles, avec des contextes sécuritaires très lourds, où là, on se dit peut-être qu'on gagnerait à raccourcir un peu et que... Aujourd'hui, trouver un candidat, on en trouve parfois, mais 2 ans en Haïti aujourd'hui, par exemple, c'est compliqué, quoi. Donc peut-être raccourcir un peu la durée de l'expérience, on sera un peu plus attractif. Donc ça, c'est un peu, dans la petite... le petit exercice en fait à mener en début de recrutement avec les managers pour essayer d'être agile, soit en début de recrutement, soit quand le recrutement patine, et de se dire on se remet autour d'une table et puis on essaye de faire bouger un peu les lignes. Et puis j'échangeais avec mes collègues aussi en arrivant, en préparant cet échange sur parfois l'intitulé des postes. On se rend compte que tout simplement on est parfois un peu jargonneux, ou on a un vocabulaire maison qui ne parle pas forcément à l'extérieur de notre ONG.
Alors, moi, quand je suis arrivée dans l'humanitaire, il y avait des termes qui me semblaient un peu exotiques, mais je me suis rendu compte qu'en fait, c'était communément partagé. Hein. Par exemple, les postes 2000, c'est communément partagé dans les ONG. En revanche, un chef de projet, on en rigolait tout à l'heure en discutant, mais un chef de projet Merlu, alors Merlu, chez Handicap International, c'est Mer Logistique Urgence Haïti. Mais je pense qu'en dehors d'Handicap International, on pense que c'est un projet pêche, quoi. Donc, on s'est dit, on va peut-être changer l'intitulé du poste, parce que chef de projet Merlu, je pense que... Voilà, donc parfois, à force d'être dans le truc, on manque un peu de recul et de se dire quel serait l'équivalent ailleurs. Et je pense que c'est particulièrement vrai, tu l'as évoqué tout à l'heure, Estelle, sur les postes sur lesquels on a particulièrement des difficultés à recruter. Je pense que ce sont justement les postes où on est en concurrence avec le secteur privé. Et là où il y a un décrochage salarial, hein, on va pas se leurrer. Donc, effectivement, les postes qui sont déjà en tension dans le privé, si on cherche un responsable paye ou un responsable SI, infrastructure, on est plus en difficulté. Donc, voilà, il faut aussi s'interroger sur comment le job s'appelle chez nous, quel est l'équivalent à l'extérieur et comment on peut adapter ça. Donc, voilà. Créativité, se poser les bonnes questions, stratégie de rétention, justement. Nous, c'est vrai qu'on a un suivi de nos staffs et notamment des staffs internationaux sur lesquels on a des durées de contrat limitées. On a un entretien avec eux quelques mois avant la fin de leur contrat pour anticiper la suite, pour jouer la mobilité, pour essayer de fidéliser, de les projeter dans un futur job et puis essayer de réprimer leur envie d'aller frapper à la porte d'une autre ONG si ce sont des bons candidats. Donc voilà, une stratégie de rétention. On a évidemment une réflexion, mais comme beaucoup d'ONG, sur la politique de rémunération, sur cette mobilité interne que j'évoquais, et puis sur la nationalisation des postes aussi, hein, que tu évoquais. Qui n'est pas forcément une parade, enfin je vous apprends rien probablement, mais qui n'est pas forcément une parade aux difficultés de recrutement. Hein. C'est pas forcément plus simple de recruter en local. Développer sa visibilité, ça c'est, je pense, vraiment un mouvement global. Ça incombe en partie au RH et c'est important d'être présent parmi vous aujourd'hui, d'être présent sur des événements, de publier, de donner de la visibilité à nos offres sur les réseaux. Mais c'est aussi, je pense, important que l'organisation elle-même ait une communication, j'ai envie de dire corporate ou institutionnelle, qui donne envie, avec des témoignages, avec que le mandat soit plus connu. Et c'est sûr qu'on ne joue pas tous à armes égales. Hein. Il y a des organisations qui sont très connues et qui ont des campagnes pharaoniques, et puis d'autres qui ont des moyens plus limités ou des expertises peut-être un peu plus confidentielles du grand public. Donc voilà, c'est un travail de longue haleine de développer ce rayonnement. Et puis, oui, ce qu'on avait partagé en préparant, effectivement, c'est que le recruteur seul, il ne peut pas faire grand-chose. C'est toujours un travail d'équipe, le recrutement. C'est toujours un travail d'équipe. Alors parfois, quand ça pédale un peu, on nous incrimine bien volontiers, mais la définition du poste, le setup de l'équipe, le cahier des charges, des exigences, la relation avec le candidat, la qualité de la communication tout au long du process, de savoir faire attendre un candidat qu'on a mis en attente, de savoir lui expliquer pourquoi il n'est pas retenu pour ce poste-là. Ça peut paraître bête, mais un candidat qui n'est pas retenu, mais qu'on a apprécié, enfin d'ailleurs même si on ne l'a pas apprécié, on est quand même normalement des gens bien élevés, mais c'est important de faire un retour, et s'il a une bonne expérience candidat, il retoquera à la porte et il ne sera pas découragé de notre organisation. Donc essayez, je ne dis pas qu'on est irréprochable, hein, mais c'est ce vers quoi on tend en tous les cas, c'est de donner que le candidat ait apprécié le process de recrutement et aussi, dans mon expérience, les candidats sont finalement assez ouverts à savoir, à entendre pas mal de choses si c'est dit proprement, quoi. Donc, vous avez convaincu sur tel et tel aspect. En revanche, on a eu des doutes sur tel aspect de votre
prestation, où il vous a manqué ceci, cela, etc. Même s'il y a une déception de ne pas être retenu, en général, les candidats apprécient le retour. Et donc, c'est aussi des candidats qui, parfois, nous parlent de nous positivement. Voilà, et puis donc les enjeux de la fonction recrutement chez Handicap International, j'imagine qu'on traverse des enjeux similaires. L'allongement de la durée des contrats de travail sur certaines fonctions, comme je l'ai évoqué, la digitalisation de nos processus, on a des projets SIRH et automatisation d'un certain nombre de process RH, renforcer notre capacité à opérer en urgence aussi, avec un mécanisme de roster de candidats identifiés pour un départ immédiat. Et puis, on a un gros projet que j'ai malheureusement pas le temps de détailler dans l'immédiat, mais qui est un projet Be Inclusive, c'est-à-dire un enjeu de renforcement de la présence des personnes avec reconnaissance handicapées, de travailleurs handicapés au sein de nos équipes. On s'ennuie pas. Voilà. Merci. Je passe le bâton de parole. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Merci pour cette invitation, Raphaël. Donc effectivement, je ne vais pas redire tout ce qui a été dit concernant les difficultés de recrutement, les difficultés à trouver le mouton à 1000 pattes. Moi, j'aime dire aussi la perle rare. Pourquoi ? Puisqu'un candidat, il peut vous apporter beaucoup de choses au sein de votre entreprise. Encore faut-il le trouver, l'identifier. Et pourquoi pas, si je reprends votre métaphore, Estelle, du mouton à 800 pattes, construire peut-être les 200 pattes qui manquaient ensemble avec différents outils. L'objectif de ma présentation, c'est effectivement vous présenter les outils qui peuvent vous permettre d'aller au-delà de toutes les difficultés qu'on a entendues. Je rebondis, Solène, sur votre chef de projet Merlu qui m'a beaucoup fait rire. Effectivement, on a des équipes au sein des agences Pôle emploi qui sont en capacité de vous accompagner, de vous conseiller en fonction de votre entreprise, mais aussi au regard de tout ce qui existe sur le marché du travail. On brasse de la data, comme toute structure, de la big data, et donc on peut vous dire, chef de projet Merlu, effectivement, c'est pas pertinent. Attention, j'ai tant de chefs de projet logistique sur le territoire, quel autre critère vous pouvez mettre en avant? Donc on a toutes ces fonctions de conseil qui sont disponibles. Donc je sais que dans la salle, il y a des employeurs, des recruteurs du territoire, en lien avec le club RH, mais aussi des recruteurs d'ONG. Donc ce que je dis dans le cadre de ma présentation est valable en France, et vous le verrez, on a aussi une petite ouverture à l'international. Je vais vous parler dans un premier temps, on l'a entendu dans vos présentations, la méthode de recrutement sans CV. C'est souvent quelque chose qu'on entend quand on parle de recrutement créatif, de changer les habitudes de recrutement. La méthode de recrutement sans CV, c'est une méthode qui a été développée et qui continue d'être développée pour s'adapter aux besoins du quotidien par Pôle emploi il y a près de 20 ans. La méthode de recrutement sans CV, la méthode de recrutement par simulation, qu'est-ce que c'est ? On a une équipe de conseillers qui vont venir dans votre entreprise, qui vont identifier avec vous les métiers, les besoins et quelles sont les habiletés dont vous avez besoin pour pouvoir recruter. Je vous ai cité en exemple différentes entreprises sur des secteurs d'activité différents, Accor, Eiffage, Ikea, La Poste, des banques, des services, de la restauration, de la grande distribution. L'objectif, c'est qu'on puisse créer un exercice en lien avec vos besoins. On ne va pas forcément être sur une validation des compétences techniques, mais plutôt sur une validation des habiletés et des soft skills, comme vous l'avez mentionné tout à l'heure, Raphaël. En fonction de ça, on va vous faire travailler un petit peu avec les services RH, avec vos salariés pour pouvoir étalonner. On va faire un exercice et on va se dire, moi je recrute quelqu'un qui a 50, 60, 70, peu importe, pourcentage de réussite à cet exercice. Ce qui permet en général, on prend l'engagement avec l'employeur, à ce que l'employeur reçoive toutes les personnes qui ont passé les tests et qui ont atteint le scoring qu'on a défini ensemble. Souvent, les employeurs nous disent « le CV, je ne l'aurais pas retenu, je ne l'aurais même pas appelé ». Donc ça ouvre effectivement le champ assez large à des profils qui n'avaient pas l'habitude de candidater chez vous, puisqu'en parallèle de l'accompagnement dont les entreprises peuvent bénéficier, les demandeurs d'emploi et le public qui recherche un emploi est aussi accompagné à élargir ses pistes et ses recherches d'emploi. Donc une fois qu'on a fait cette méthode de recrutement par simulation
que vous avez recruté sans CV, que vous avez défini différents éléments peut-être d'accompagnement, vous pouvez aussi tester la période d'immersion. Une période d'immersion en entreprise, qu'est-ce que c'est? C'est simplement un stage, on peut l'assimiler à un stage, au sein d'une entreprise qui permet de voir en situation réelle l'intégration et la projection du candidat salarié au sein de votre structure. Elle peut durer 1 ou 2 journées et elle peut s'étaler, quand c'est justifié, sur 1 mois. On établit ensemble une convention, ça se fait très rapidement. Il y a une plateforme qui existe où vous pouvez aller en toute simplicité. Je sais que quand je dis que je représente Pôle emploi, on me regarde souvent avec des gros yeux en me disant « Ouh là là, c'est une administration, je vais devoir remplir plein de formulaires, je vais perdre du temps, j'ai pas envie ». Eh bien non, aujourd'hui, tout est accessible avec des applications en autonomie et il y a à chaque fois des conseillers qui sont là pour vous appuyer, vous aiguiller en cas de besoin. Donc ce sont 2 outils aujourd'hui qui sont assez simples à mobiliser, à utiliser. La période d'immersion, ça peut être intéressant pour les fonctions sièges. Pour les fonctions internationales, ça risque d'être un petit peu plus complexe. Néanmoins, il y a aussi de la solidarité sur le territoire français, donc ça peut être une première piste. Et la méthode de recrutement par simulation qui permet d'ouvrir la cible des candidats que vous recherchez. Je vais vous parler maintenant des événements innovants qu'on peut mettre en place, puisqu'encore une fois, je me fais un petit peu l'avocat du diable de ma structure, mais je l'assume. Pôle emploi, on peut être vu comme une grosse machine, une institution avec des difficultés pour le public à se déplacer et aussi pour les employeurs à venir faire du recrutement qui plus est créatif. Donc on a développé avec l'ensemble de nos partenaires sur ces dernières années plusieurs événements. Du stade vers l'emploi. On parle de sport, ça tombe bien, c'est l'année des Jeux Olympiques. On a développé cela dans un premier temps avec la Fédération d'athlétisme, mais on peut aussi le faire avec d'autres sports comme le rugby, c'était d'actualité il y a quelques semaines. On va mettre dans un stade des demandeurs d'emploi, des employeurs. On ne sait pas qui est qui. Et on va avoir des épreuves sportives, alors qu'ils sont accessibles à tous les niveaux. On ne va pas nous chronométrer quand on fait le 100 mètres et créer un palmarès, non. On va plutôt identifier quel est l'esprit d'équipe, la synergie, la prise de risque, la ténacité, tous ces soft skills aujourd'hui que vous recherchez et qui sont pertinents dans vos entreprises. Donc l'employeur observe, en agissant aussi, puisqu'il réalise aussi les épreuves sportives. Et en fin de matinée, en général, ça se fait l'après-midi, on dévoile qui est qui et on fait des job dating rapides. Et bien souvent, comme pour la méthode de recrutement par simulation, le retour que nous avons des employeurs est « si j'avais vu le CV, je ne l'aurais pas retenu, je ne l'aurais pas contacté ». Le fait de voir la personne en situation sur un événement qui met en avant les compétences et l'esprit, vous parliez d'esprit d'équipe, de créativité, d'aller au-delà d'une fiche de poste, ça peut être visible sur une matinée dans un stade. Donc ce sont des événements qui demandent un peu de logistique. On essaye d'en organiser 1 à 2 par an. En tout cas, ce sont des événements qui sont assez réguliers, encore plus en 2024 avec l'année des Jeux Olympiques. On a également quelque chose qui reste innovant, qui n'est pas encore très démocratisé, c'est le job dating inversé. Peut-être que certains d'entre vous dans la salle ont testé cette pratique. Pour schématiser, tous les employeurs préparent leur pitch, sont à table, et les demandeurs d'emploi font le tour, les candidats font le tour, et c'est à l'employeur de présenter son pitch et d'intéresser le candidat. Donc on est dans cette inversion, on l'a senti tout à l'heure, Estelle, dans vos présentations, il y a du switch, c'est difficile de retenir et de fidéliser les candidats, donc on va au-delà de cette démarche, pour que l'entreprise aussi se mette, entre guillemets, à la place du candidat et puisse adapter. On est sur des secteurs qui sont concurrentiels, vous l'avez dit, Solène aussi, avec des structures anglo-saxonnes, des difficultés à aligner les salaires ou les conditions de travail. Donc là, on laisse vraiment la parole aux candidats, aux employeurs, de développer, de défendre leur structure et de convaincre les candidats. On l'a fait dans cette salle au mois de septembre pour un public cadre. Donc c'est un public qui se prépare, les employeurs aussi, on a la possibilité de les préparer. Et en général, encore une fois, la même conclusion, je n'aurais pas recruté avec le CV si je n'avais pas eu cet événement. On a des événements qui s'appellent Place de l'emploi.
Donc encore une fois, quelquefois, c'est difficile d'aller dans une agence Pôle emploi parce qu'il n'y a pas de transport, parce que ça fait peur, parce qu'on n'a pas envie, parce qu'on a une mauvaise expérience, peu importe. Donc on a mis en place des places de l'emploi et de la formation qui permettent d'aller au plus près du terrain, rencontrer des personnes qui peut-être ne sont pas connues des différents services, Pôle emploi, mission locale, conseil départemental, etc. Donc l'objectif, c'est d'être sur place, à l'extérieur. Vous le voyez à droite avec les différentes vignettes. Donc on essaie de faire ça au beau jour, puisque les expériences, quand il y a eu de la pluie, malheureusement, ça n'a pas été très probant. Mais toujours est-il que pour les employeurs, ça permet aussi une proximité avec un public qui n'était pas forcément visible de votre scope, et d'être présent aussi pour proposer des services, comme la période d'immersion tout à l'heure. Donc en général, ces places de l'emploi, elles s'organisent assez régulièrement sur le territoire. À Annemasse, il y en a eu au Perrier. On en a créé une aussi à Val-Serone. Donc on reste sur de l'emploi local, dans un premier temps, mais ça permet aussi de rayonner, là encore, sur un public qui n'a pas l'habitude d'être touché, d'être présent dans vos recrutements. On peut évidemment mettre en place assez rapidement et facilement des visites de vos structures. Je pense notamment au siège. Ça peut être pertinent d'organiser des portes ouvertes avec des publics plus ou moins spécifiques. La semaine prochaine, c'est la semaine de l'emploi des personnes qui ont une reconnaissance de travailleurs handicapés. Donc si vous avez besoin, puisque vous n'avez pas votre pourcentage de recrutement, favoriser, ouvrir vos portes pour ce public-là, ce sont des choses qu'on peut faire. Le chômage des jeunes, aujourd'hui, est important. On est à 7,4% de taux de chômage en France. C'est les chiffres du dernier trimestre 2023 qui sont sortis il y a quelques temps. Et on est à près de 17% pour le public 15-24 ans. Donc les jeunes sont aussi les plus touchés. Et si vous êtes dans une objectif de fidélisation, de marque employeur, de recrutement, on peut tout à fait organiser des ouvertures, des portes ouvertes, des escape games quelquefois. Enfin, tout est possible en lien avec vos structures et au sein de vos structures. Ça reste tout à fait envisageable. On a également des événements de recrutement digitaux avec un dispositif qu'on a qui s'appelle Salon en ligne. À la fin de ce week-end, j'espère que vous aurez trouvé vos candidats, mais peut-être que dans 6 mois, vous aurez besoin de recruter différemment, de recruter encore plus, de recruter sur des profils différents. Et on se rend compte bien souvent que plusieurs entreprises ont les mêmes besoins, ont les mêmes attentes. Donc on peut être en capacité de créer un salon en ligne. C'est un site internet, il y aura le lien sur la slide. Vous pouvez tout à fait aller consulter, voir combien d'offres sont ouvertes, combien il y a de candidats. Et ce qui est important, c'est que vous touchez un public large, France entière, mais aussi à l'international. Donc là-dessus, voilà, quand on parle de Pôle emploi, en général, on n'a pas forcément l'information que tous ces événements-là sont possibles, sont mobilisables, avec des équipes d'experts, bien évidemment, mais aussi en lien avec vous, employeurs, recruteurs, en fonction de vos différents besoins. Et enfin, quand vous avez des recrutements à l'international, on peut avoir des structures spécialisées. Alors ça ne se fait pas forcément en agence, ça se fait avec une équipe de mobilité internationale qui est centralisée à Lyon pour la région. On arrive à le faire pour justement vous accompagner à recruter ou directement au sein du pays avec des homologues ou en fonction d'expatriés. Donc on reste assez large, on est aussi à votre écoute, à votre disposition pour pouvoir aller au-delà de la représentation. Donc l'objectif de tous ces événements, ce n'est pas de trouver la perle rare qu'on cherche tous, mais c'est de trouver aussi peut-être le caillou qui était tout seul, perdu, que personne ne regardait, et qui mérite d'être mis en avant avec des outils et des dispositifs. Je ne vous parle pas volontairement des aides et des mesures qu'on a à vous proposer, puisqu'elles existent. On a aussi des aides d'adaptation au poste. Vous avez besoin de quelqu'un, vous allez trouver votre chef de projet, Solène, c'est parfait. Par contre, il lui manquait le U de Merlu, par exemple, en compétences. Et donc, sur cette dernière compétence qui manquait, on est en capacité de proposer des actions de formation ou en interne, mais je sais que ça coûte aux employeurs, je sais que c'est du temps de tutorat, c'est de l'énergie qui est mobilisée, du coup ça vous coûte de la ressource. Et bien, pendant le temps de formation qu'on met en place, la personne n'est pas salariée, elle reste demandeur d'emploi, l'employeur a une indemnité, un financement, et le demandeur d'emploi aussi,
pour pouvoir s'insérer durablement dans l'emploi. Donc il existe des mesures d'adaptation assez larges. L'objectif, c'est de ne pas vous faire de catalogue, puisque en fonction des besoins de chacun, c'est important qu'on puisse s'adapter et répondre à vos sollicitations. En tout cas, n'hésitez pas. Et merci encore une fois pour cette invitation, Raphaël. Merci beaucoup. Oui. Ah, ok. J'oubliais. Merci beaucoup. Alors, bon, moi, je viens vous parler d'intelligence artificielle et de recrutement. Alors, hop. Alors, d'abord, oui, l'intelligence artificielle, qu'est-ce que c'est? Puisque donc il y a trois catégories, disons, informatique décisionnelle, intelligence artificielle. Alors, aujourd'hui, quand on parle IA, souvent, parce que les gens ont vu ChatGPT, tout ça, alors ils pensent tout de suite agent conversationnel. C'est un tout petit bout de l'IA. Voilà. Il y a aussi plein d'autres trucs classiquement considérés comme IA, tout ce qui est tri, classement, préférence, donc score de candidats, etc., où on rentre ça aussi dans l'IA. Bon, les gens pensent aussi beaucoup création d'images, où là, ça peut avoir un rôle aussi dans le recrutement, du genre la synthèse d'une image pour illustrer une annonce ou un truc comme ça. Bon, où c'est pas spécifique du recrutement, mais il y a des outils qui peuvent servir. Voilà. Donc, informatique décisionnelle, par exemple, la détection de fraude, la détection de mensonges, c'est des choses pour lesquelles l'IA est utilisée. Après, ça présente un certain nombre de risques. Donc, je ne dis pas utiliser ces outils-là. Voilà, il y a des outils où les gens publient des travaux et montrent des outils en disant, voilà, en regardant les micro-expressions, le mouvement des yeux, on arrive à détecter les mensonges juste sur une vidéo. Voilà, c'est évidemment des outils, c'est intéressant de voir que ça existe et que des gens travaillent dessus, mais c'est très périlleux. Donc c'est un peu un message global dans ce que je vais raconter là. Il y a plein d'outils avec des promesses magiques. Il y a aussi des choses plus sobres et tout à fait utilisables. Il faut être très prudent dès qu'on fait des choses où la décision est très automatisée parce que les biais, ça existe. Voilà. Alors, bon, évidemment, tout ce qui est IRT, je ne sais pas si l'acronyme est connu, enfin, tout ce qui est automatique pour choisir quelle est la prochaine question à poser, des choses comme ça, un peu comme pour des examens. Hein. Donc ça, c'est quelque chose qui existe beaucoup, qui permet de se généraliser à grande échelle pour poser des questions à plein de gens, tester plein de candidats. Donc ça, c'est très classique. Je ne sais pas si on veut le rentrer dans l'IA, si on a dans l'idée que l'IA, c'est ChatGPT ou des choses comme ça. Mais c'est des outils très simples, très classiques, qui marchent depuis longtemps. Avec la réalité virtuelle, évidemment, il y a des possibilités tout à fait différentes. Donc, c'est pas encore très répandu. Mais maintenant, par exemple, pour les pompiers, voilà, il y a des outils de réalité virtuelle. Ça coûte vraiment très cher de faire brûler une maison pour tester un candidat pompier. Donc, vaut mieux le faire en réalité virtuelle. Et pareil pour des trucs de médecine. Voilà. Donc, il y a des outils déjà qui existent pour faire ce genre de choses. Donc, voilà, ça coûte un petit équipement, mais c'est pas si cher que ça non plus. Voilà. Donc, il y a des choses qui existent. Je sais pas si on veut le rentrer dans l'IA. Là encore, réalité virtuelle, c'est... Il y a beaucoup d'IA utilisées pour des parties de la réalité virtuelle, mais c'est principalement de la réalité virtuelle, de l'examen automatisé. Alors voilà, donc l'intelligence artificielle, j'adore ça. Ça fait depuis le siècle dernier que je travaille dessus. J'adore pas ça pour tout. Donc c'est vraiment très bien pour des choses qui sont très très longues. Quand on a beaucoup de choses à traiter. Moi, typiquement, dans la vie de tous les jours, je travaille sur des petits composants où on essaye d'optimiser comment on place les composants sur... moi, c'est plutôt avec des photons qu'avec des électrons. Vous pouvez penser à des circuits imprimés si vous voulez. Donc, ce genre de choses, évidemment, pour un humain, c'est impossible à manier puisqu'il y a des millions de choix à faire. Donc, à moins d'y passer toute sa vie, voilà, on n'aura pas traité le problème. Et dans le cadre du recrutement, évidemment, si on a plus de 10 000 CV pour un poste, ça va être difficile de tous les lire un par un. Voilà, donc une partie un peu automatisée, vérifier des mots-clés, des choses comme ça. Des outils informatisés, sans que ça soit forcément de l'IA très très compliqué, peuvent aider à ça. Voilà, donc l'IA, c'est aussi très bien quand on sait très bien quantifier une solution pour vérifier qu'elle est bonne. Donc si on peut passer l'IA d'abord et ensuite vérifier qu'elle n'a pas dit n'importe quoi, voilà. Donc il y a évidemment plein de choses pour lesquelles l'IA est formidable qui ne s'appliquent pas forcément au recrutement. Par exemple, mettre des petits robots ou des trucs comme ça, des robots physiques, hein, c'est évidemment très utile quand c'est quelque chose qui est très dangereux et on n'a pas envie de mettre un humain dedans pour aller fouiller dans Tchernobyl, la zone la plus dangereuse. Voilà, évidemment dans le recrutement, normalement c'est pas radioactif, on n'a pas ce genre de problème. Voilà, donc le recrutement, ça dépend. Voilà, il y a plein de choses qui existent, mais il faut voir, il y a beaucoup de risques de confusion. Donc on a vu des cas... alors les humains aussi peuvent faire ce genre de confusion, je l'ai vu. Hein, dans un recrutement, quelqu'un qui avait confondu un candidat avec un autre qui a le même nom. Et il y a des pays où il y a quand même beaucoup de gens qui ont le même nom. Hein. En France, ça peut arriver déjà. Mais il y a des pays où vous avez un tiers du pays qui a le même nom de famille. Donc déjà, voilà, vous avez un gros risque comme ça. Et évidemment, l'intelligence artificielle va peut-être être moins subtile que l'humain pour aller chercher la réponse pertinente. Les réponses aléatoires,
Donc là, j'ai pas d'exemple à vous donner dans le cas du recrutement, je suis pas dans le secret des cabinets, mais dans le cas des profs, il y a eu des scandales avec des profs qui avaient utilisé ChatGPT pour savoir si un devoir avait été écrit avec ChatGPT. Surtout, il ne faut pas faire ça. Ce ChatGPT répond absolument au hasard et avec une confiance étonnante. Il répond de manière très assurée. Oui, c'est moi qui ai écrit ça. Alors que pas du tout. Et vous pouvez faire le test vous-même. D'ailleurs, les auteurs de ChatGPT ont dit ne faites pas ça, ça ne marche pas du tout. Donc il faut bien comprendre que l'IA, elle réagit de manière complètement statistique à la crédibilité de la solution. C'est pour ça qu'elle rédige très bien, mais elle peut raconter vraiment n'importe quoi. Donc c'est pour ça aussi qu'elle est parfois plus pertinente sur des sujets très techniques. Moi, j'ai posé des tas de questions de photonique à une IA, j'étais étonné de la qualité des réponses. Et après, j'ai posé des questions extrêmement simples sur justement un de mes collègues, par exemple. Donc voilà, j'en arrive au sujet suivant, l'hallucination. Donc l'IA, si elle commence à parler d'un truc, elle peut partir dans un gros délire dessus, et elle le présente extrêmement bien. Donc là, il y a un candidat, enfin c'est pas un candidat, un collègue, où j'ai demandé à l'IA, est-ce que vous connaissez machin? C'était mon cousin, hein, donc c'était pas très polémique. Il s'est mis à raconter que le gars avait créé une école de karaté, qu'il était extrêmement fort, qu'il était invité partout dans le monde pour présenter son truc. On sait pas où elle a inventé ça, mais c'est complètement faux. Donc voilà, voilà, donc c'est intéressant de voir ce phénomène d'hallucination. Vous pouvez avoir plein d'articles sur ce phénomène d'hallucination. On sait que l'IA, elle peut commencer à parler d'un truc, plus elle en parle, plus elle y croit. Peut-être que les humains aussi, des fois, hein, mais bon, l'IA peut vraiment faire ça régulièrement. Donc surtout, quand on utilise un agent conversationnel, il faut être bien conscient de l'énorme risque. Et un dernier point, l'aspect discrimination. J'ai une étudiante qui est spécialisée sur cet aspect-là, l'aspect biais dans les IA. Alors c'est connu, par exemple, pour une IA, très souvent, vous parlez d'un médecin, elle va être convaincue que c'est forcément un homme, et un poste moins bien payé, ça va forcément plutôt être une femme. Alors évidemment, ce genre de biais sont omniprésents, donc c'est tout un boulot d'essayer de lutter contre ces biais, et on sait que quand on donne des données à une IA, ce qu'on appelle mode collapse, elle va accentuer les biais qui sont dans les données. Donc si vous avez déjà un biais dans les données, voilà, il y a des exemples qui ont un peu circulé sur Internet. L'exemple de Barack Obama, les gens avaient pris une photo moche de Barack Obama, très pixelisée, en lui demandant de le rendre plus joli. Ça marche très bien, ça sort une très belle photo, sauf que Barack Obama était devenu blanc, donc c'était évidemment un peu choquant. Donc il y a plein d'autres exemples comme ça. Voilà, donc l'IA tend à amplifier les biais, donc il y a vraiment toujours un risque avec ça. Voilà, alors qu'est-ce qu'on fait en IA pour le recrutement? Il y a plein de logiciels qui existent. Les trucs avec des agents conversationnels, ChatGPT ou autres, c'est quand même très minoritaire, et j'espère que ça va le rester encore quelques temps jusqu'à ce que ça soit vraiment plus stable, plus fiable que les humains, disons, ou qu'on puisse vraiment vérifier ce que ça raconte. Alors l'IA vraiment très sophistiquée, comme on a en tête un peu des IA un peu similaires à des humains qui conversent et tout ça. Bon, on peut faire des choses très sophistiquées pour la sélection dans les grandes bases de CV, mais voilà, il y a un risque qui est très important. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de risque quand on prend des humains. C'est connu, par exemple, juste la prononciation, le fait d'avoir une bonne élocution, ça biaise énormément l'impression qu'on donne à des recruteurs. Donc il y a aussi un risque avec les humains. Alors, voilà, donc par exemple, oui, tout ce qui est QCM, tout ce qui est détection de fraude, anomalie, sans dire est-ce que c'est de l'IA ou pas, ou c'est simplement de l'informatique décisionnelle, bon, comme on veut. Hop. Alors oui, évidemment, il y a plein d'autres aspects intéressants dans l'informatique pour le recrutement. Par exemple, respecter le RGPD, c'est pas forcément évident, donc même pour un humain. Hein. Donc le fait d'avoir des logiciels qui apportent une assistance à ça, c'est pas mal. Le stockage, simplifier la candidature. Bon, puis des aspects qui servent dans plein de choses. Hein. Aujourd'hui, pour rédiger un paragraphe, j'avoue, ça m'arrive aussi de le faire. J'ai un paragraphe à rédiger pour un truc administratif. Je demande à l'IA de me le faire. Je vérifie tout ce qu'elle écrit parce que je sais que tout peut arriver. Hein. Voilà. Donc c'est de l'informatique plutôt que vraiment de l'intelligence artificielle. Alors, qu'est-ce que je voulais ajouter ? Oui, à propos des biais, oui, j'ai oublié un petit point que je voulais mentionner. L'intelligence artificielle peut être très utile aussi pour lutter contre les biais, tout simplement. Si vous voulez être sûr de ne pas être biaisé par l'apparence physique ou la prononciation d'un candidat, vous utilisez un truc qui change l'aspect, qui remplace le candidat par que ce soit en visio ou en réalité virtuelle. Bon, en vrai, ça ne marche pas, hein, mais enfin, sauf avec des lunettes adéquates, on pourrait imaginer ça. Mais c'est quand même un matériel un peu sophistiqué, de remplacer le candidat par un panda et sa voix par la voix de l'abbé Pierre, et comme ça vous êtes sûr de ne pas être biaisé par... voilà. Il peut rester des biais qui restent quand même, mais voilà. Donc il y a plein de choses qui peuvent être envisagées pour lutter contre les biais en utilisant l'IA. Voilà, merci beaucoup. Merci à toutes et à tous pour votre intervention. Il nous reste un temps de questions-réponses. Voilà, donc la première question est la plus difficile, mais elle arrive tout de suite ici.
Bonjour, je m'appelle Emmanuelle et je travaille pour la plateforme d'apprentissage en ligne gratuite Disaster Ready. Avant ça, j'ai fait pas mal d'années au sein d'ONG internationales, entre autres à faire du recrutement, donc il y a beaucoup d'échos sur ce que j'entends. Il y a une chose qui revient beaucoup, c'est en faisant autre chose que explorer un CV, on se dit, oh non, j'aurais pas recruté cette personne, mais je le mets dans d'autres conditions et d'un seul coup, oui. Donc, mon compagnon travaille pour Pôle emploi, donc pour lui, il faut le CV sur votre profil avant toute autre chose. Donc, ça, je l'entends. En même temps, on se rend compte que le CV, c'est pas la solution miracle, on passe à côté de plein de choses. Alors, d'une, quand on parle de recrutement un peu créatif, on a commencé à explorer, mais quoi d'autre, sans CV ou CV anonyme pour essayer de couper tous ces biais. Mais est-ce qu'il y a d'autres choses qui sont explorées, qui sont tentées dans ce que vous voyez dans votre expérience? Et ce qui me fait un peu peur, je travaille dans une boîte maintenant de logiciels qui est derrière notre plateforme. Donc l'IA, on l'utilise aussi de ce côté-là. Mais si on commence à l'utiliser pour passer à travers ces piles de CV que moi-même j'ai vécues et que j'aurais bien fait sans, mais que l'IA va utiliser les mêmes sortes de filtres qui font qu'on passe à côté de bons profils, si l'IA, comment faire pour que, même si on sous-traite ça à l'IA, pour pas qu'on fasse ça à grande échelle encore plus, parce que s'il n'y a pas les mots-clés, l'IA va dire non, on veut passer. Une fois de plus, on va passer à côté de profils qui n'ont pas toutes les pattes du mouton, mais qui auraient pu faire un très très bon travail, sauf que ça ne rentre pas dans les cases. Donc je ne sais pas si ça a du sens, mais c'est sur deux volets. Alors effectivement, j'ai eu la même réflexion de vous quand j'ai vu que l'IA allait traiter les CV, alors que 2 minutes avant, je disais qu'il fallait recruter sans CV. Je pense que ces deux méthodes créatives et peut-être plus traditionnelles sur CV doivent être complémentaires. Peut-être qu'on passe dans un premier temps par du CV, qui permet peut-être d'avoir une cible et une base de candidatures intéressante. Tous les postes ne s'y prêtent pas. Il y a des professions qui sont réglementées. Vous recrutez un médecin, vous ne pouvez pas faire l'impasse sur le diplôme. Mais par contre, sur peut-être des profils plus larges ou qui demandent des compétences plus diverses, peut-être aller sur des types de fonctionnement plus créatifs ou sans CV. Mais je pense, quand j'ai vu votre présentation, Olivier, ça m'a fait un petit peu peur aussi. Non, mais qu'elles existent du coup, voilà. Mais effectivement, je pense que ces deux méthodologies aujourd'hui doivent être complémentaires. Parce que dans une optique de sauver du temps, quand on est en recrutement, on a beaucoup de postes, on est en réponse d'urgence, on veut vraiment pouvoir déployer des gens. C'est super tentant de se dire, tiens, je vais mettre ça dans un logiciel. Déjà, ça va faire un premier shortlisting. Mais donc, du coup, est-ce qu'on passe à côté de... Alors oui, mais un tout petit point, si vous avez mentionné, voilà, on a le risque que justement ça fasse une sélection par mots-clés et que du coup on rate des candidats. Voilà. Je pense que si on fait justement des outils à l'ancienne qui vont juste chercher des mots-clés, je pense qu'on a encore plus un biais qu'avec une IA qui est peut-être capable d'être plus souple, qui sait que merlu, ça veut dire ceci et cela, et qui va pas chercher le mot-clé merlu, mais des synonymes. Mais par contre, oui, il restera un biais. Il y a toujours quand même un peu débat. Est-ce qu'elle va être plus biaisée ou moins biaisée que l'humain? Mais à minima, effectivement, il faut au moins que la passe que va faire l'IA soit large. C'est-à-dire qu'elle recrute un petit peu large. Voilà, si on a besoin de 5 personnes, il ne faut pas qu'elle prenne 5 CV, il faut qu'elle en prenne plus. Mais après, oui, moi, j'encourage pas du tout à faire une sélection pure IA. Évidemment, ça me paraîtrait extrêmement périlleux. Oui, je voulais juste compléter. Effectivement, moi, je suis intéressée par les démarches de recrutement sans CV, mais aujourd'hui, nous, avec un volume de 500 recrutements par an, recruter sans CV à l'international, je ne sais pas faire. Honnêtement, je pense que tous les exercices de mise en situation, de recrutement dating, etc., c'est plutôt sur des échantillons, enfin sur des postes très spécifiques, comme vous l'avez exprimé. Mais en revanche... ce que je constate aussi, c'est que tu parlais des biais, Olivier, de fait qu'on a aussi des biais, nous, en tri de CV. Moi, ce que je constate, par exemple, c'est que le CV, c'est quelque chose d'assez codifié. Et je pense que on peut avoir des biais. Il y a par exemple, le CV français, voilà, c'est assez uniformisé. Il y a plein de candidats qui ont en tête qu'il ne faut pas faire un CV de plus de 2 pages, etc. Quand on recrute à l'international, on se rend compte que les codes ne sont pas les mêmes dans les différents pays et que parfois, recevoir un CV de 12 pages, on se dit « Oh là là, c'est pas du tout synthétique, ce candidat, il est... » Enfin, je caricature, mais on se dit on peut être découragé dès la lecture du CV, alors que c'est probablement juste une histoire de code d'un pays à l'autre et que le candidat peut être très bon. Donc je pense aussi que parfois, effectivement, le filtre par mots-clés, de se donner des critères communs à tous les candidats, ça évite ces espèces de filtres qui sont d'ailleurs pas forcément conscients, en fait. Voilà.
Mais ça remplacera jamais le job. Ah oui, c'est ça. Bonjour, je suis Evelyne Bouvard, je suis DRH au sein de la société Nutri7. Donc je suis également dans le secteur privé avec des clients que sont les ONG entre autres et UNICEF et le Programme alimentaire mondial. Je voulais compléter sur une autre piste qu'on a développée chez nous et qui existe dans le privé depuis longtemps, c'est la cooptation. Parce que moi, finalement, je ne suis pas la meilleure à recruter, mais aller avec une collègue sur un salon et qui fait un effet de reflet, ça, c'est très intéressant. Et le sujet du recrutement, c'est pas que le boulot des RH, en fait. Donc, la cooptation, elle marche bien. Donc tous ambassadeurs de notre entreprise, de notre ONG, et donc du coup de passer ça. Donc c'est un point que je voulais vous partager. Et puis aussi dans l'actualité des JO, très récemment, il y a 2 jours, j'ai entendu qu'effectivement il y aura ce qu'ils appellent la petite mort des grands sportifs qui sont dans la lumière et qui tout d'un coup passent dans la nuit en fait, et qu'il y a extrêmement de grands profils qui peuvent être intéressants pour nos métiers. Voilà, c'était et via Manpower aussi France qui fait ça, et je pense également Pôle Emploi, mais c'est une vraie très belle piste en termes de soft skills pour nos secteurs, et il y a un gros vivier en fait à identifier dès maintenant. Voilà, merci. Je veux juste rebondir. Merci beaucoup, Evelyne, d'apporter la cooptation, parce qu'on en parlait avec Raphaël. On aurait bien voulu avoir un intervenant qui parle de ça, mais on n'avait pas assez le temps d'avoir 36 intervenants sur tout. Dans la tête qu'il y a aussi ça. Et je voulais juste savoir, est-ce que vous avez un programme qui récompense les salariés qui cooptent ? Alors, quand on l'a mis en place avec, en fait, il y a des cabinets qui vous proposent en fait différents outils de cooptation. C'est très facile à faire en fait. C'est une base de données, puis et on le relaye. Enfin, sur le plan opérationnel, ça coûte pas très cher et c'est très facile à faire. Il y a des entreprises qui mettent beaucoup de paquets en fait en termes de récompenses. Nous, on a fait le choix de pas mettre le paquet parce que c'est pas dans notre ADN. On récompense effectivement par un chèque cadeau, mais c'est pas. Mais ça dépend de la culture et des enjeux. Mais il faut le partager par rapport à la culture d'entreprise et la pratique autour de la stratégie de rémunération. Effectivement, ça a questionné, mais il suffit de le demander aussi aux collaborateurs qu'est-ce que vous en pensez. En fait, on a nous-mêmes les propres réponses, en tout cas. Merci beaucoup. Oui, bonjour. Gilles Descartes, président du Club RH. Je suis dans le privé. J'ai fait toute ma carrière dans le privé, et je dois dire que quand on parle ONG dans le privé, on a le sentiment que c'est un peu un monde à part, une bulle à part. Et c'est pour ça que je suis très content qu'il y ait eu cette rencontre ce matin où on se mélange quelque part. Et ma question est comment on pourrait faire pour croiser un peu ces deux mondes, monde RH privé et monde RH ONG. Quand on parle ONG, on se dit, quand on parle Carrefour, Migros ou autre, on arrive à positionner ONG pour le commun des mortels, enfin pour beaucoup en tout cas. On ne sait pas trop où vous situez. Là, est-ce qu'on est sur un monde purement français? Là, il y a la Suisse à côté. Est-ce que, avec ces grosses ONG, est-ce qu'il y a des incidences par rapport à vous? Est-ce que vous pouvez un peu nous éclairer par rapport à ça, s'il vous plaît? Je pense à Estelle ou... Les ONG, j'ai travaillé en entreprise. Je sais pas, il faudrait une petite journée en fait pour développer la réponse. Par où commencer? C'est tout un écosystème en effet. C'est tout un écosystème dans lequel moi j'ai mis un pied encore récemment, comme je l'expliquais. Donc je suis probablement moins experte que la plupart des gens dans cette salle. Et pour autant, en fait, le monde des ONG est un monde qui est extrêmement
professionnalisée, structurée, où on a des problématiques RH à l'œuvre de la même manière que dans les entreprises privées. Il y a des spécificités, il y a des enjeux qui peuvent être un peu différents, mais néanmoins, les structures RH et les problématiques RH sont assez transposables. Donc, il y a des passerelles entre les deux. Vous avez, alors peut-être que beaucoup d'humanitaires regrettent qu'il y ait de plus en plus de gens du privé qui rejoignent les structures humanitaires, mais globalement, on est quand même plutôt bien accueillis. Et effectivement, il y a quand même pas mal de similitudes, à l'exception des postes effectivement très techniques, et notamment des postes de terrain sur lesquels on va avoir plutôt des professionnels qui ont appris la gestion de projets humanitaires ou qui ont des expertises techniques, métiers. Chez nous, on a beaucoup de gens qui font de la réadaptation, on a des gens qui font du déminage, donc des métiers très spécifiques qu'on ne trouvera pas forcément ailleurs, mais voilà. Après, je ne sais pas bien ce que je peux vous apporter. C'était plutôt des partages de pratiques entre RH, votre interrogation, ou... Est-ce que la transition, justement, se fait facilement quand on fait une formation RH, j'allais dire classique, ou privée, est-ce qu'elle est transposable à 80% ou seulement à 50%? Est-ce qu'il faut tout réapprendre? Est-ce qu'on a affaire avec des interlocuteurs dans le monde ONG? Non, c'est pas de la même manière que le monde privé. Non, c'est pas si spécifique. Après, ça dépend aussi de quel environnement privé vous venez. J'imagine que c'est pas la même chose d'avoir été DRH chez Valeo ou d'avoir été DRH dans une PME familiale. Vous voyez, enfin, ça dépend aussi de. Est-ce que vous avez eu un contexte où il y avait vraiment des enjeux de, je sais pas, de satisfaire un actionnaire ou avec des rapports sociaux très durs, ou enfin. Les enjeux RH sont aussi variables dans le privé d'une organisation à une autre. Donc, selon d'où vous veniez, c'est assez transposable. Mais on reste, en tout cas, je parle pour Handicap International, on est quand même une association qui répond en France au droit du travail français. Donc déjà, le contexte juridique est quand même assez proche. Et après, on a des spécificités à l'international, mais on s'appuie aussi sur nos compétences locales avec un certain nombre de choses qui sont orchestrées en local pour le droit spécifique local, quoi. Donc c'est pas si exotique en vrai. Tu voulais rebondir ou... Je peux compléter. Moi, j'ai fait la passerelle entre le privé et l'humanitaire au tout début de ma carrière. Donc, mais quand j'ai fait mon master, d'ailleurs, j'ai fait mon master pour partir sur le terrain, parce que c'était vraiment mon objectif de partir en ONG. Et tous mes camarades me disaient, mais du coup, tu veux faire un diplôme d'infirmière après ? Ben non, je suis en master RH, donc je veux vraiment faire des RH, mais je veux partir en mission humanitaire sur le terrain. Et effectivement, il y a des différences, parce que le droit du travail local, c'est pas le droit du travail français, mais les compétences que j'avais acquises, les connaissances que j'avais acquises en droit du travail français m'ont aidé pour comprendre le droit du travail local, que ce soit au Libéria ou en Haïti. Même si c'est différent, ça crée une manière de réfléchir. Et après, certes, les délégués du personnel, la représentation du personnel, ça se passe pas pareil. La question des salaires, il y a quand même pas tout à fait les mêmes rapports. Mais sinon, quand on fait des RH aussi. Et même sur le terrain, c'est finalement très, très similaire. On fait du recrutement, on fait des plans de formation, on fait de la paye, on fait de la négo avec les délégués du personnel, pareil qu'en France, dans une entreprise, en fait. Bonjour, je vais peut-être me lever pour me voir. Olivier Lagarde, je suis directeur du SCD, le service de coopération et développement, qui est un organisme de volontariat basé à Lyon. Ma question porte sur l'entrée de carrière dans le milieu de l'international, de l'humanitaire. Et il y a beaucoup le premier pas vers l'emploi dans le milieu des ONG n'est pas forcément exclusivement du salariat, mais passe aussi par les expériences de bénévolat, de stage ou de volontariat, en l'occurrence pour ce qu'on fait nous au SCD. Et ma question, peut-être plus pour vous, Madame Limam, au niveau du Pôle emploi, est-ce que vous avez dans vos radars Pôle emploi et dans les demandes que vous avez des publics que vous rencontrez, des orientations qui ne vont pas forcément vers d'abord un emploi, mais des statuts autres de volontariat, par exemple, qui ne relèvent pas du Code du travail,
ce ne sont pas des statuts d'employés, mais qui sont des parcours professionnalisants. Et en l'occurrence, le recrutement qu'on fait, c'est un recrutement sur compétences. Donc je voulais savoir s'il y avait des passerelles, ou alors si on parlait vraiment d'emploi au sens salarié du terme, ou alors si c'est vers l'emploi, et dans ce cas-là, quelles sont les passerelles qui se font avec les autres statuts éventuellement dans les parcours professionnels. Merci. Alors je vous remercie pour cette question un petit peu piège, j'avoue. Alors effectivement, Pôle emploi, si vous avez suivi l'actualité 2024, on s'appellera France Travail. Et le mot travail n'est pas anodin, puisqu'aujourd'hui on a un ministre du Travail et du plein emploi. Donc effectivement, les clés d'entrée, et vous avez raison de le souligner, bien souvent dans l'humanitaire, dans la solidarité, ça passe par du bénévolat, parce que je pense que foncièrement, c'est important, c'est intéressant, ça permet aussi d'avoir une première expérience. Ensuite, l'objectif, c'est combien de temps de bénévolat pour atteindre un emploi. On l'a entendu tout à l'heure dans les présentations, quelquefois il y a de la précarité. Je crois que c'est vous, Estelle, qui disiez on peut faire toute sa carrière en CDD. C'est une forme de précarité. Est-ce que ça veut dire qu'on peut faire toute sa carrière en bénévolat? Je ne suis pas assez calée sur le sujet pour le répondre, mais en tout cas, l'objectif aujourd'hui de Pôle emploi, c'est l'éviter et faire en sorte de recruter, fidéliser, former la personne peut-être que vous avez dans votre scope en tant que bénévole. Donc moi, ce que je peux vous dire, c'est qu'effectivement, le bénévolat, c'est quelque chose dont on peut parler. Je pense notamment aux jeunes qui, quelquefois, sont un petit peu perdus, n'ont pas d'expérience. Le premier pas dans l'entreprise, que ce soit ONG ou autre, il est difficile, il est compliqué. Se faire connaître par des professionnels par le biais du bénévolat, quelquefois, ça peut être une première piste. Par contre, on sera vigilant à ce que le bénévolat ne se transforme pas en travail dissimulé. Donc ça peut être une première marche à gravir ensemble, dans l'optique et dans l'objectif d'en faire un petit peu plus. Moi, très clairement, un demandeur d'emploi me dit je suis bénévole 40 heures par semaine, je vais décrocher mon téléphone, je vais appeler l'entreprise. Pourquoi? Parce que 40 heures ou 30 heures, enfin bref, à mi-temps, on va dire, c'est trop pour n'être qu'en bénévolat. Si la structure me dit mais moi je suis une petite ONG, une petite association, je ne peux pas recruter, je n'ai pas les fonds financiers, on met en place des aides financières, ça reste possible. Alors oui, pour répondre à votre question, le bénévolat, c'est possible. Si vous avez aussi suivi l'actualité, vous avez certainement noté la notion des 15 à 20 heures d'activité pour les bénéficiaires du RSA dans le cadre de France Travail. Aujourd'hui, les jeunes qui sont accompagnés dans un dispositif particulier ont cette obligation de 15 à 20 heures d'activité par semaine. Et 15 à 20 heures d'activité par semaine, on peut y intégrer des heures de bénévolat. On travaille aussi avec France Bénévolat qui, à la fin d'un cursus, remet un passeport de compétences. Alors, je ne sais pas si vous travaillez avec eux, monsieur. France Bénévolat. Non. Voilà. Je ne parle pas du bénévolat, je parle du volontariat. Il y a un statut encadré par la loi en France. En VIE. En VIE, voilà, il y a le VIE, il y a le VIA. Ouais. Il y a pas mal de... Oui. Alors là, du coup, ce sont des dispositifs qui existent et qui sont encadrés. Quelqu'un qui nous dit « je fais un VIE dans quelques temps », il fait son VIE. Tant qu'on est dans une sortie vers l'emploi, quel que soit le dispositif, elle peut être en contrat d'alternance, en contrat de pro, peu importe, ça reste possible. Alors après, effectivement, il y a des dispositifs assez particuliers dans le cadre des ONG à l'international. Donc nous, en général, on se rapproche des personnes qui sont expertes dans l'intérêt de la personne accompagnée et de celui de la structure. Donc désolée si j'ai répondu à côté en parlant de bénévolat. Merci. Donc vient le terme de cette table ronde qui pourrait durer... Voilà, déjà, les intervenants sont partis là. Voilà, on est contraint par le temps parce qu'il y a un atelier, les ateliers se suivent, comme vous pouvez voir, dans 5 minutes. Voilà, donc vous avez le programme exact. Je vous remercie à toutes et à tous, merci aux intervenants, merci de votre participation et bon salon.